Eh bien, un beau bonjour à tout le monde. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité bien spécial. Alors, je souhaite à tout le monde une bienvenue au nom du Centraire. Donc, nous avons aujourd'hui ce plaisir particulier de vous offrir une conférence avec notre invité, Monsieur Ricardo Petrella, donc qui va partager avec nous quelques réflexions sur les défis de l'éducation relative à l'environnement et de la mobilisation citoyenne pour la vie face à la ruée vers les ressources de la Terre. Un titre qui en dit bien long sur les enjeux contemporains. Alors, Monsieur Petrella est un politologue, économiste italien, titulaire d'un doctorat en sciences politiques et sociales de l'Università degli Studi di Firenze. Et puis, il est professeur à l'Université catholique de Louvain. Il a notamment fondé en 91 les groupes de Lisbonne, composés des 21 membres universitaires, dirigeants d'entreprises, journalistes et responsables culturels, pour promouvoir des analyses critiques des formes actuelles de la mondialisation, très, très en vigueur. Il collabore entre autres avec le Wall Street International Magazine et auteur de publications et d'ouvrages sur l'économie et les biens communs. Monsieur Petrella, il détient un doctorat honoris causa de l'Université d'Ouméa, de l'Université de Roskilde, de la Catholic University de Bruxelles, de la Faculté Polytechnique de Mons, de l'Institut Polytechnique de Grenoble, et nous avons aussi le grand honneur de l'avoir comme docteur honoris causa de l'Université du Québec à Montréal également. Il est fondateur de l'Institut européen de recherche sur la politique de l'eau. Monsieur Petrella s'est toujours opposé à la guerre économique et sociale menée par la classe dominante contre les peuples. En 2017, il affirmait que la guerre est devenue l'activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. Il a fondé en 1991 les groupes de Lisbonne, comme je disais tout à l'heure, et à partir du manifeste de l'eau, il a fondé en 1997 le Comité international pour un contrat mondial de l'eau, dont il est secrétaire général. À partir de 2003, il est initiateur de l'Université du bien commun, dont les travaux à titre expérimental ont débuté en Italie, à la Faculté de l'eau, en Belgique, Faculté de l'altérité en France. Il a proposé un contrat mondial de l'eau reposant sur le principe que l'eau appartient à tous les habitants de la Terre et que tout comme l'air, elle est un besoin vital autant pour les humains que les non-humains. Monsieur Petrella est un défenseur du bien public. Il est fondateur au sein de l'initiative, de l'importante initiative mise de l'avant en 2018 de l'Agora des habitants de la Terre qui prend de plus en plus de l'ampleur à travers le monde. Ces prises de position plus générales contre la marchandisation du monde et pour la défense du bien commun, contre la privatisation de ressources vitales pour l'homme, l'eau en particulier, ou encore du revenu d'existence accordé à tous les citoyens sans condition, en font, au début du XXIe siècle, une des figures emblématiques de l'altermondialisme. Il est auteur de nombreux ouvrages dont les limites à la compétitivité, les biens communs et l'ange de la solidarité, le manifeste de l'eau, désir d'humanité et les droits de rêver, pour une nouvelle narration du monde au nom de l'humanité. Et voilà, il assume la direction du livre L'eau, Repubblica ou marchandise. Son engagement et sa profonde humanité sont une source d'inspiration et un exemple pour les générations à venir. Aujourd'hui, M. Petrella, il va nous présenter une conférence que, comme le titre le dit bien, il va se pencher sur les défis éducatifs face au modèle prédateur des transnationales, particulièrement des secteurs extractifs, de l'agroalimentaire, du numérique et de la finance. Il se prononcera sur la contribution de l'éducation relative à l'environnement au développement d'une prise de conscience critique des grands enjeux contemporains dans le contexte actuel des désastres écologiques et des guerres, ainsi que sur ses perspectives de favoriser la mobilisation et l'engagement citoyen. Finalement, il va se pencher sur la question essentielle qui est le désir d'agir. Comment contribue-t-on au désir d'agir et de s'engager pour une éthique de la vie, pour la paix, la justice
et le respect des droits et des responsabilités des habitants de la Terre. Alors, Monsieur Petrella, c'est à vous le microphone avec grand plaisir. Alors, nous vous accueillons ce matin. Merci beaucoup, Madame Aureliana. C'est remarquable. Vous avez presque tout dit là sur moi. Vous êtes parti d'un grand espionnage mondial. Mais c'est un plaisir parce que, comme vous disiez tout à l'heure, vous m'avez fait un cadeau merveilleux. Vous avez parlé bien de moi. Et l'avantage, quand un Italien accepte de parler, c'est parce qu'il sait que quand on le présentera, on parlera bien de lui. C'est un petit cadeau dont je vous remercie. Et à part ça, vous aviez parlé au début du plaisir. Eh bien, faites-moi le dire. Moi, je dois vous remercier pour le plaisir que vous me donnez de pouvoir reparler à un public québécois. Vous savez, pendant des années, j'ai été un fidèle ami du peuple québécois. J'ai fréquenté pas mal de cégeps du nord au sud, de l'est à l'ouest du Québec. J'adore votre pays et j'adore surtout la population, les gens du Québec. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. D'autant plus que vous avez euh, euh, rappelé que j'ai eu l'honneur d'être docteur honoris causa de votre université et je me sens fier de l'être, de faire partie de cette communauté universitaire, communauté académique du Québec. C'est peut-être l'un des docteurs honoris causa davantage que je préfère davantage par rapport aux autres. Mais ne les dites pas aux autres universités, parce que sinon, je me fais des ennemis à travers le monde. C'est ça explique pourquoi j'ai accepté. Et aussi parce que, effectivement, le travail que toutes les personnes ont réalisé ces dernières années dans le domaine de l'éducation à l'environnement ou au développement durable, c'est un travail que j'ai admiré parce que c'est un travail, non pas de fourmi, mais c'est un travail d'opposition, de résistance. C'est un travail difficile parce qu'au fait, votre travail d'éducation à l'environnement est une forme de construction sociale, de résistance, d'opposition, de mobilisation citoyenne contre la guerre, contre la nature menée par les dominants depuis les années 60 de manière très explicite, contre la guerre, contre la vie que notre système a portée de manière ainsi délibérée dans tous les coins de la planète, dans un esprit profond, méchant, de domination et de négation des droits de et à la vie. Et c'est pour cela que j'apprécie le travail qu'on fait dans ces domaines comme une expression forte de la grande capacité des citoyens, même si on reste très peu ou ils sont très peu, de résister contre la domination. Alors, pour ne pas tarder, je vais immédiatement dans le vif du sujet. Et d'abord, je voudrais rappeler un peu les grands enjeux, les grands faits qui marquent la signification de cette lutte contre les meneurs de la guerre à la nature, la guerre à la vie. Et une fois que j'ai terminé la description de ces enjeux, bien entendu, en faisant cela, il y aura beaucoup de références, beaucoup d'aspects et de propositions, mais je terminerai avec une série de propositions parce que le propre aussi d'un chercheur, ce n'est pas seulement de faire étalage de ses connaissances et de la nouveauté éventuellement de ses connaissances, mais c'est le propre du chercheur, c'est de s'engager et d'être dans l'action elle-même.
Et chaque fois que vous faites une université, dans une université naît une proposition, il faudrait qu'elle soit accompagnée de la naissance d'une action, d'un mouvement d'action pour réaliser, parce que la connaissance est effectivement la source de la vie et de la vie pour tout le monde. Ben, je dirais que les faits ou les enjeux que je voudrais mettre en lumière sont finalement 5. Le premier, c'est de dire que l'éducation et la lutte pour la vie a échoué face aux adultes, et notamment aux adultes des groupes sociaux dominants. Ça a été difficile et n'a pas eu beaucoup d'effets significatifs. Le deuxième fait ou enjeu, c'est que donc il faut changer tout l'ensemble du système d'éducation, d'information, de communication, de médiatisation, de sensibilisation, parce que le cœur de la capacité transformative de nos sociétés dépend du système d'éducation, de sensibilisation, de médiatisation, etc. Et l'expérience de la lutte pour l'environnement contre la guerre à la nature montre qu'effectivement, nous avons un peu perdu à cause de cela. Le troisième point, c'est que la culture écologique, cette culture qu'aujourd'hui on aime bien faire rouge-vert, éco-social, la culture environnementaliste a été marquée par un double, je dirais, défaut génétique. D'une part, c'était marqué par la mystification qui caractérise le compromis de 1987 entre le monde du business et la finance et les étapes plus ou moins favorables au développement durable autour du principe de la sustainability. Et ce compromis, je vous le rappelle, fut le fait que la plupart des gens ont été obligés, finalement, devant l'arrogance du monde du business et de la finance, d'accepter qu'on puisse parler de développement durable, de sustainability, à condition que la soutenabilité soit considérée une condition nécessaire et indispensable pour la réalisation de l'objectif de la croissance économique. Autrement dit, la soutenabilité est devenue un instrument, on n'est pas le but. Le quatrième point, c'est de rappeler que, pardon, le deuxième élément de faux génétique, c'est de rappeler qu'il y a eu, en même temps pratiquement de cette période de la mystification, il y a eu l'abandon du principe du droit universel à la vie. Les droits universels ont été abandonnés, remplacés par le principe de l'accès équitable à prix abordable. Donc, le quatrième point, c'est qu'à partir d'il y a environ 25 ans, disons, la mobilisation écologique en vue de la transformation du monde qui voulait et qui appliquait cette guerre contre la nature a suivi une sorte de bifurcation. Une bifurcation, au lieu d'avoir les rails qui sont parallèles avec un seul train, une bifurcation entre deux chemins de rails, monorail, sans contact, dont je parlerai le rail numéro 1, le train numéro 1 a été plus vite, plus puissant, etc. Et le rail 2, celui de la lutte contre, a été affaibli, avait ralenti, a été finalement mise en difficulté d'être un acteur déterminant du transport et des déplacements et des transitions. Et finalement, le cinquième point, c'est que la mobilisation citoyenne s'est enfermée, soit par pression, soit aussi par
difficulté des moyens, dans une situation périphérisée, localisée. C'est-à-dire la localité est devenue le lieu privilégié de l'action de cette lutte contre les prédateurs de la vie, parce qu'on pensait qu'il était plus saisissable le local, les citoyens participer davantage, qu'on pouvait faire davantage de mutations, mais cela conduit qu'après 40, 50 ans de bataille, on est resté dans le local et périphérisé. Donc, sixième fait et enjeu, vous voyez que les choses ne sont pas simples, c'est que nous sommes confrontés, l'éducation écologiste à l'environnement de l'environnement est confrontée par une mutation forte mais puissante qui est devenue claire, évidente, notamment au cours de ces 40 dernières années, c'est-à-dire que nous sommes désormais dominés non seulement par la raison technique ou la raison scientifique ou la science, tout le monde parle des sciences, les décideurs décident en fonction de la science, des experts, etc., mais d'une science qui est alimentée, nourrie par la raison de la finance. Et ce couple, science et finance, caractérise aujourd'hui l'ensemble des enjeux. Elle devient l'enjeu des enjeux et c'est à partir de ce moment que nous devons commencer à réfléchir sur comprendre d'abord ces enjeux et puis identifier les solutions. L'éducation des adultes, qui était aussi l'objectif fondamental, et pas seulement les éducations des élèves, quoi, a échoué. Et pour juste donner une indication de pourquoi nous sommes très faibles à ce point de vue, je voudrais rappeler qu'en 1975, la charte de Belgrade de tous ces mouvements avait 8 points fondamentaux et signée au fait aussi par les représentants du monde des dominants. Et ces 8 principes inspirateurs étaient aussi, en vérité, étaient aussi un peu faibles, modérés, un peu conformistes, mais ils étaient là. J'avais marqué un tout petit peu une tentative de vision de changement. Et la vision du changement était de dire que la croissance et le développement n'étaient pas durables. Et c'est pour cela que la soutenabilité était l'opposé par nature de développement mis en place à l'époque, depuis plus de 100 ans. C'est-à-dire que le développement durable était né antithétique au système dominant. Le développement durable était effectivement, en termes de jargon guerrier des dominants, était l'ennemi du développement et de la croissance qui dominait et qui voulait s'imposer comme système dominant à terme. Et on le voit alors, une petite indication. Quand vous imaginez que tous ces adultes qui après ont toujours parlé d'environnement, de changement, de transition, etc., eh bien, après 50 ans, en fait, entre 75 et maintenant, après 50 ans, ils ont même la connaissance qu'il y a une empreinte écologique qui vous montre qu'au lieu de diminuer cette empreinte, n'a fait que grandir, devenir de plus en plus lourde, tellement que, excusez-moi, un peu le paradoxe un peu ironique que je vous présente maintenant, on sait que depuis l'an 2000, le nombre des personnes surpoids et obèses a dépassé des grandes dimensions le nombre des sous-poids, c'est-à-dire des mal nourris. Aujourd'hui, il y a 2,6 milliards de surpoids et il y a moins de 800 millions
de mal nourris extraordinaire. Cette empreinte, là, on la voit même physiquement. Eh bien, ces adultes-là n'ont pas été convaincus, n'ont pas changé. Les adultes déterminants ont au contraire systématiquement refusé de modifier l'essentiel. Et on l'a vu depuis les compromis de 87, ont été assez aisés. Ils ont continué et le développement durable, instrument au service de la croissance économique, n'a contribué qu'à augmenter les dégâts de la croissance économique du monde. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce fait fondamental de constater que la France, le 5 mai dernier, est arrivée au jour du dépassement, le Overshoot Day, dans lequel c'est un indicateur, peut-être pas tellement parfait, mais enfin, c'est un indicateur que tout le monde accepte d'accepter comme indicateur pour pouvoir parler ensemble, communiquer. Eh bien, c'est un indicateur qui dit que le 5 mai, la France a consommé le capital naturel de terre et d'eau que, en France, annuellement, on devrait régénérer, et que donc, si tous les habitants de cette terre devaient se comporter comme les Français, il faudrait 2,9 planètes. Si au contraire on faisait comme les Américains, il faudrait 6 planètes. C'est extraordinaire. C'est difficile, les adultes n'ont pas voulu comprendre. On peut dire que peut-être les adultes des groupes dominants sont inaccessibles à l'éducation. Ils ne sont pas éducables, mais c'est trop facile. C'est qu'ils sont trop puissants. Et alors cela amène à dire que tous les instruments aujourd'hui de description pendant 50 ans n'ont rien contribué effectivement à changer. Tout même les programmes, les vidéos, les conférences, même les grands spectacles qu'Al Gore donnait concernant le développement et donc la nécessité que les habitants de la Terre prennent conscience, que se conscientisent, etc. On peut donner. Et ça nous amène au deuxième point. Alors, c'est qu'il faut changer l'ensemble de ces systèmes d'information, communication, sensibilisation, mobilisation. Parce qu'au fait, l'éducation n'est pas un système d'éducation. Nous l'avons dit tous depuis des années, décennies, que l'éducation est plutôt un système de formation des ressources humaines pour qu'elles atteignent les savoirs et les compétences pratiques dont ont besoin les entreprises du pays pour être compétitives sur les marchés mondiaux et donc devenir rentables pour le capital investi. Ça, c'est l'éducation. C'est une grande machine de formation, des ressources. Et cette culture des ressources a pénétré partout, Mais non seulement des ressources, parce que les ressources, finalement, après, on peut les éliminer, on peut les abandonner. Et là, toute la logique de rapport travail et machine, humain et les machines, le montre. La ressource humaine n'a aucune valeur indépendante plus grande que les ressources technologiques, les ressources matérielles ou naturelles. Ça dépend de la comparaison de rentabilité attendue de l'une ou de l'autre ressource. On les mine en fonction de cela. Mais ce qui est important, c'est un système de sélection, légitimation des puissants. Et cette fonction de l'école et des écoles, on le voit par exemple dans nos universités. Dans mon université à Louvain, moi je me suis battu pour éliminer l'école de gestion de management de l'UCL, à laquelle vous m'avez invité d'abord d'être inscrit. Et d'ailleurs, j'étais prof à l'Institut d'affaires et de management et de gestion, l'IAG.
Eh bien, suite à ma proposition, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont changé l'année suivante et j'étais à la faculté économique et sociale. Et après quelques années, l'IAG est devenu une faculté. De sorte qu'on peut dire que la plupart de nos universités sont devenues des grandes écoles de gestion, de management et d'administration. Et ces deux phénomènes-là montrent que ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi alors les médias et les médias informatiques et les médias qui transforment la réalité pour falsifier tout, les médias de l'artificialisation nécessaire, même quand elle est bonne, mais l'artificialisation de la vie qui donne un pouvoir terrible de changer même l'histoire dans les encyclopédies, comme faisait Staline, etc. Eh bien, nous avons un problème majeur de devoir transformer l'ensemble du système des médias. Et c'est ça qui intervient, le défaut génétique de l'éducation à l'environnement et au développement durable. C'est quand l'ONU avait créé la commission Brundtland pour essayer de légitimer aux faces de la communauté internationale l'éventuel changement de paradigme. Ben, ils sont trouvés immédiatement devant le monde du business et de la finance qui ont dit à leurs États, pas question de changer. Le monde du business s'est opposé farouchement. Et le résultat était que l'ONU n'a jamais approuvé les rapports de la commission Brundtland. Légalement, les rapports de la commission Brundtland n'a pas été approuvé par l'ONU. L'ONU a uniquement pris acte. Et ensuite, l'ONU a été, par les États, à travers la pression énorme du monde du business-finance, a pris et a décidé d'autoriser la diffusion de rapports à condition simplement de ces compromis auxquels je fais référence. Dans les rapports de Brundtland lui-même, il a inscrit que le développement durable est une condition nécessaire indispensable pour la réalisation de l'objectif de la croissance économique mondiale. Donc, on ne change plus la croissance. Donc, deux concepts antithétiques au monde de l'économie capitaliste, de marché financiarisé, mondialisé, qu'était le développement durable, on l'a transformé en instrument au service du but ultime qui reste celui de la croissance du capital, de la croissance de la valeur financière du capital produit par le système économique mondial. C'est un défaut qu'on n'a pas pu corriger. Il n'y a pas eu d'autres organismes génétiquement modifiés qui ont permis de modifier ces défauts génétiques. Et depuis lors, le développement durable a été accepté. Elle est devenue même formellement l'un des paradigmes inspirateurs de l'économie mondiale compétitive, financiarisée, agressive, basée sur le rendement financier du capital investi. Et c'est ainsi qu'on comprend, parce que souvent, effectivement, nous sommes devant des changements historiques qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est ainsi qu'on comprend que, à partir des années 90, petit à petit, on a abandonné la reconnaissance des droits universels, humains et sociaux. Oui, bien sûr, il reste. Bien sûr, il y a des constitutions qui encore sont fondées sur la culture constitutionnelle des droits, de l'état de droit, etc. Mais c'est désormais un écrit qui n'a pas d'influence, une parole qui n'a pas l'énergie de mobilisation. Et petit à petit, on a dit que, par exemple, les droits coûtent. Les droits universels coûtent, le droit à l'eau, le droit à la santé, etc., ça coûte. Et que donc, au fond, nous ne sommes pas des titulaires des droits par nature, il faut les payer, quoi.
on devient un consommateur des droits. Il faut les payer à un prix décidé par le marché, donc on devient des clients quoi, des droits. Et en effet, on l'a transformé à partir de la fin des années 90, quand on a déjà dans la première agenda 2015 des Nations Unies sur le Millennium Development Goal, le goal du développement n'était plus les droits. Était l'accès. L'accès à quoi? L'accès aux biens, l'accès aux ressources. Et en effet, depuis lors, le monde, les systèmes, et on l'a vu récemment pour ce qui concerne les droits à la santé suite à la pandémie Covid-19, maintenant on a les droits à la santé. En tant qu'accès aux médicaments, aux thérapies, sur base équitable, à prix abordable. On a accès à l'eau sur base équitable, à prix abordable. On a accès au logement, etc., etc. On a la connaissance, c'est l'accès. Sur base d'équité, pas de justice, sur base à prix abordable. Abordable non pas pour uniquement le consommateur, mais abordable pour le producteur. Si le producteur, on lui donne un prix qui n'est pas suffisant pour lui permettre d'avoir la récupération totale des coûts de production et avoir un taux de rendement moyennement égal à la moyenne de rendement du capital sur les marchés financiers, eh bien, ce prix n'est pas abordable et donc le producteur veut un autre prix. Si vous regardez tous les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, 2015-2030, eh bien, vous constaterez que cette expression, accès sur base équitable à prix abordable, est dans tous les objectifs, concerne tous les objectifs. C'est une mutation majeure, c'est une mutation génétique. Et ça est intervenu dans les années 90, gentiment, avec l'accord des citoyens, avec surtout l'accord de beaucoup de forces dites progressistes qui, par objectif, le souci d'être efficace, de montrer qu'ils pouvaient changer, modifier les systèmes, ont accepté n'importe quoi parce que sinon, ils n'auraient pu obtenir d'autres choses. C'était ça ou rien. Eh bien, c'est à partir dans les 90, le grand tournant a été l'année 90, lorsque, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis, qui a autorisé pour la première fois dans l'histoire la brevetabilité sur les vivants, eh bien, le concept de brevet sur la vie est devenu légitime, est devenu raisonnable, acceptable, équitable. Et ce n'est pas surprenant qu'en 92, en préparation du premier sommet de la Terre, des habitants de la Terre, à Rio de Janeiro, les conférences préparatoires, notamment celles sur l'eau, ont consacré l'idée que l'eau n'était plus un bien social, l'eau n'était plus un bien commun, ne pouvait pas être considérée essentiellement un bien commun, mais elle était un bien économique, c'est-à-dire un bien privé. Et comme bien économique, elle devait être soumise aux règles de l'économie dominante, l'économie de marché. Et c'est pour cela que là, on a exprimé de manière claire, tu n'as pas le droit à l'eau. Tu as accès à l'eau qui est un bien économique, selon les mécanismes du marché. Et c'est ainsi qu'alors, au premier sommet mondial de la Terre, on a appliqué que toutes les ressources de la Terre étaient des biens économiques à traiter en fonction de la logique économique, qui est celle de l'utilité. Et ce n'est pas par hasard qu'en 93, alors la Banque mondiale, qui est à l'origine de toutes ces propositions, la Banque mondiale publie ce qui est devenu la Bible de la gestion des ressources dans le monde, qui était l'Integrated Water Resources Management, dans laquelle on affirme ces principes fondamentaux que l'eau est un bien économique, que les marchés et le système de régulation de la gestion optimale des ressources, notamment justement des ressources limitées, ce qui est lié donc par la question de la limitation et des ressources
à sa valeur parce que les ressources valent davantage, sont limitées, c'est à fonction de leur rentrée, etc. Et ces 92, ces 93 ont été, avec la décision prise en 90, la véritable base de tournant de la civilisation nord-occidentale, complètement désormais asservie au principe de l'utilité. Et ces défauts génétiques n'ont jamais été des ressources. Quoi, est-il possible de répéter le nom de cette... Ah, la Bible des ressources, c'est Integrated Water Resource Management de la Banque mondiale, mais qui applique à toutes les autres ressources. C'était publié par la Banque mondiale en 93. Et c'est ainsi qu'alors, une espèce de système dominant culturel fort se transforme en toute une série de processus institutionnels avec pouvoir politique, dont la légitimité est renforcée par la logique économique des sujets économiques mondiaux. Et c'est là alors que vient la bifurcation. La bifurcation fait en sorte que, avec tout ce que j'ai décrit, les groupes sociaux dominants se sentent autorisés à construire un devenir monorail avec des trains monorail à haute vitesse. Pensez un peu à la vitesse avec laquelle, en 20 ans, les groupes dominants se sont appropriés par les brevets de l'ensemble de la vie et, depuis une dizaine d'années, de l'ensemble de l'intelligence artificielle et de la vie artificielle. Et très vite, plus de 125 000 brevets privés. Et nous avons vu la conséquence concernant le brevet des vaccins contre le COVID-19. Encore aujourd'hui, les dominants refusent, 2 ans après discussion, refusent une suspension provisoire des brevets sur les vaccins, une suspension provisoire. Ah bon, ça va, d'accord. Une suspension provisoire de l'application des règles du commerce sur la propriété intellectuelle, parce que, comme vous le savez, la santé au niveau mondial n'est pas de compétence de l'Organisation mondiale de la santé de l'ONU, mais les règles qui concernent la propriété intellectuelle, donc la connaissance, donc les médicaments et tout, sont des compétences de l'Organisation mondiale du commerce. C'est les logiques du commerce, pas la logique de la santé, qui règle les problèmes de santé. La bifurcation, donc, a permis au pouvoir dominant de développer avec force, légitimité et sécurité tout un système économique formidable basé sur les grands principes, les grands mécanismes de l'économie dominante. Et alors, les autres, c'est comme vouloir aller en vélo quand l'autre va en missile, quoi. Tous ceux qui ont essayé de lutter contre cela se sont trouvés un tout petit peu dans un monorail périphérique, dans un monorail faible, sans ressources. C'est la volonté des gens qui a été, forte et qui a voulu permettre encore qu'il existe des foyers de résistance et d'opposition. Mais je vais maintenant accélérer parce que j'aimerais bien avoir le temps jusqu'à encore 15-20 minutes, le temps de faire des propositions, parce qu'on sait bien quand un Italien commence à parler, on sait rarement quand il va terminer. Donc, je vais essayer de montrer que peut-être je suis arrivé à plus de 80 ans à comprendre quand il faut s'arrêter, quoi. Et c'est donc pardon? Vous pouvez aller jusqu'à 45.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai compté à peu encore 20 près, minutes. Merci beaucoup, Madame à peu Moreliana. près. Ça me permet de me réconforter, de dire que j'ai encore beaucoup de temps à ma disposition. Mais donc, c'est le cinquième point, que est celui sur la périphérisation et la localisation. Ces petits trains monorail est resté dans le local. Et pourquoi? Pour des raisons d'opportunité et pour des raisons de l'ultra-puissance des dominants qui ont été capables de marginaliser, périphériser et de conquérir, acheter, si vous voulez, un tout petit peu, l'ensemble des forces potentiellement d'opposition et de mobilisation alternative. C'est pour cela que finalement, la lutte, disons, anti-guerre contre la nature a été l'objet d'associations. C'est l'association qui se sont un peu emparées de petites associations, des centaines, des milliers de petites associations. Mais ce sont tous ces petites molécules dont l'action est très importante pour chacune, mais mises ensemble, ne parviennent pas à faire la masse d'opposition, une masse de choc pour pouvoir changer. Les associations font un travail remarquable. Si encore il y a un peu d'humain dans nos villes, ben c'est dû aux associations. S'il y a encore un peu de perspective de l'éternité, c'est encore les associations. Mais ça n'arrive pas à changer. C'est pas assez fort. Ça reste une nébuleuse terrible, mais dont nous, on ne parvient pas à avoir l'énergie qu'elle peut déchaîner. Et c'est fait ensuite dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Désormais, les dominants se sont emparés, ont monopolisé, ont phagocyté l'université. Et tout le système de production de connaissances. Et c'est ensuite les collectivités locales. Mais les collectivités locales, justement, depuis longtemps, disons une dizaine, 15 années, ont été approuvées de leurs ressources. On leur a éliminé les compétences. Les collectivités locales sont devenues des collectivités auxquelles on confie toute une série de compétences sans leur donner ensuite les ressources, de sorte que les petites collectivités locales se sont endettées, sauf les collectivités locales riches ne sont pas endettées. Le reste est endetté. Les collectivités locales n'ont plus le pouvoir de résister aux abus du centralisme des États, des exécutifs qui ont bouffé les parlements et les législatifs. Donc, aujourd'hui, ces mouvements de résistance, d'opposition et de mobilisation alternative reposent sur trois piliers fondamentaux, mais de plus en plus affaiblis. En revanche, le monorail des dominants est devenu une grosse bête de guerre. Et c'est pourquoi? C'est parce que l'autre élément fondamental est le rôle de la connaissance. La connaissance a été réduite à science. En dehors de la science des dominants, il n'y a pas de connaissance. C'est une connaissance inutile. Petite, oui, agréable, folklorique, oui, mais enfin, les connaissanses des grillons en Afrique, nous, même on ne sait pas qu'il existe ça. Et si jamais on en parle, oui, on parle d'une soirée amusante avec des poètes, etc. Mais la vraie connaissance, c'est la science. La science, c'est des laboratoires scientifiques, dans nos laboratoires scientifiques. Et puis la science, c'est de légitimer. Regardez comme les États-Unis et les Européens ont discrédité les vaccins chinois ou les vaccins russes ou les vaccins cubains. Pas de vaccins scientifiques, pas de vaccins fiables. Hein? Une science, mais une science propriétaire des patrons, quoi. Une science qui se veut totalitaire et se veut celle qui donne la grâce à telle ou telle technologie et à telle politique.
Ce n'est pas par hasard que la plupart des décideurs politiques disent « Ah, mais nous, on a décidé sur la base scientifique. On a commandé, on a demandé l'avis des experts, des experts. Et nous, on décide sur des données, les données. Il n'y a que les données qui inspirent nos politiques. Hein. Quelle hypocrisie et quel cynisme. Et donc, cette science qui génère la technologie, et c'est pour cela que déjà depuis quelques décennies, il y a eu pas mal de savants qui ont dit, des gens sages, qui ont dit que la raison technique l'emportait sur la raison sociale. Aujourd'hui, on peut dire que la raison ST, science et technologie, l'emporte. Et que donc, aujourd'hui, on dit que nous sommes un knowledge-based society. Nous sommes une société basée sur la connaissance. Et nous sommes encore plus a knowledge-driven economy, une économie poussée, ingénierisée par la connaissance. Et une connaissance marchandise, une connaissance ressource, une connaissance bien économique, stratégiquement importante pour la croissance. Une connaissance qui, à l'heure actuelle, on a l'impression qu'on est arrivé dans la période de l'Inquisition, une connaissance qui excommunie, qui consacre, qui condamne. J'ai vu tantôt que mon ami Omar Tar est là-dedans, et si présent, je le remercie. Je suis content qu'il soit là. Il en sait quelque chose de l'Inquisition actuelle vis-à-vis des personnes qui ne pensent pas. Oscar est une des victimes de ça. Et c'est Omar, que je regrette. Omar, c'est une victime de ça. Et nous sommes dominés par l'acceptation de l'approche scientifique, technocratique, totalitaire. Et c'est ça explique pourquoi nous sommes arrivés à des situations de guerre contre la nature, parce que la nature non seulement doit être dominée, mais la nature n'a pas le droit éventuellement de dire aux gens ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'on artificialise. Le principe de l'artificialisation de la vie est devenu, au fait, le terreau biologique d'alimentation des choix que nous faisons sur tous les autres plans. L'artificialisation est inévitable. L'artificialisation est celle qui montre que nous sommes capables d'avoir des intelligences au-delà de notre propre intelligence. L'artificialisation signifie que nous sommes capables de donner l'autonomie aux machines. L'autonomie aux machines, par exemple, est une des grandes priorités de la politique de la science et de la technologie de nos pays. Alors, que faire? Moi, je me suis listé, si vous voulez, les propositions pour éviter de ne pas les oublier. Et dans les 7 minutes qui restent, voilà. Il me semble, à la lumière de tout ça, ce n'est pas encourageant, hein, ce que j'ai raconté jusqu'à présent. Et effectivement, il faut dire que on ne peut pas être très, très, très optimiste, dans le sens que un optimiste signifie qu'il alimente le pessimisme, parce qu'au fait, le pessimisme, dit mon épouse, en répétant d'autres, c'est un optimiste avec expérience. Et donc maintenant, moi, je fais des propositions dans cette logique. Tout d'abord, il me semble qu'il faut alors identifier les propositions et les actions prioritaires en fonction de leur centralité en termes de capacité de débloquer ou de faire sauter les verrous du système actuel, les verrous qui empêchent le changement. Et il me semble que le premier verrou, celui gros,
qu'il faut jeter en tant que mouvement de l'éducation à la nature, au développement durable, c'est réinventer la valeur de la vie. La valeur aujourd'hui de la vie est son prix. C'est le prix qui compte. Il n'y a pas d'autonomie de la valeur de la vie en tant que telle. La vie vaut parce qu'elle est vie. La vie vaut parce que c'est son prix. Il faut donc libérer nos sociétés de tous les facteurs qui ont déterminé que la valeur est son prix. Et ça, tous les facteurs sont d'ordre financier. C'est la finance. La finance n'est plus un ensemble d'échanges sur les transactions financières à partir d'un prix entre vendeurs et acheteurs. Non, la finance est une philosophie, un culte de l'utilité et du rendement. C'est la philosophie de l'utilité. La finance actuelle est un grand système, ce sont des temples. C'est un grand système de définition de la valeur. Et quand, en décembre 2020, la bourse de Chicago, la plus importante bourse des transactions financières sur les matières premières, a décidé qu'il fallait ouvrir les marchés des produits dérivés aux transactions financières sur l'eau, de sorte que l'eau, même maintenant, ce n'est même pas simplement une marchandise, c'est désormais recalé au rôle de matière première. Et que la bourse de New York, la NYSE, a décidé en octobre de l'année passée, donc il y a quelques mois, que tout élément du monde naturel doit être considéré un avoir financier. Et ils ont créé ce qu'on appelle la Natural Assets Corporation, qui devraient être des entreprises gérées en bourse, qui deviennent propriétaires des éléments du monde naturel. En principe, le fonds d'investissement le plus important au monde, le BlackRock, a proposé que 30% du monde naturel de la Terre soit confié à la gestion de ces Natural Assets Corporation. Et le président Biden aurait promis d'allouer 30% du territoire élément naturel des États-Unis à ces mécanismes de gestion de Natural Asset Corporation. On se rend compte que la finance est plus seulement une technique de gestion et transfert de fonds. C'est une manière de concevoir la société. C'est le lieu où on se définit les caractéristiques de la société. C'est pour ça qu'il faut se battre contre, justement, ces solutions et ces adoptions financières. Et c'est pour cela que libérer nos sociétés de la raison financière signifie aujourd'hui que les États disent non, nous ne sommes pas des États qui autorisent les transactions de la bourse de Chicago sur l'eau. Non, nous ne sommes pas des États qui acceptent, d'autant plus que le pouvoir public, par définition, n'a même pas été consulté puisque la finance est autonome, n'a rien à demander à personne, n'a rien à demander d'autorisation de la part des pouvoirs publics. Ils font ce qu'ils veulent. Comme démontré maintenant par les deux bourses les plus importantes au monde, et qui sont des bourses américaines. C'est-à-dire que, deuxième grande proposition, il faut abolir l'appropriation privée de la vie, en abolissant les brevets sur les vivants et les brevets sur l'intelligence artificielle. Il ne suffit pas de suspendre provisoirement tel ou tel brevet. Si on n'abolit pas les brevets sur les vivants et l'intelligence artificielle, on ne changera rien. Et c'est ainsi que des solutions, disons, partielles comme celle de refuser de suivre la bourse de Chicago selon l'eau, ou de suivre la bourse
de New York est encore plus importante que celle de Chicago, la solution sur l'eau, c'est qu'avec le Natural Assets Corporation est fondamentale pour toute militance et toute conscientisation citoyenne portant sur la nature, l'environnement et la vie globale de la communauté de vie de la Terre. Et troisième grande proposition, si on ne fait pas ça, la première et la deuxième minute de chercher des petits arrangements au niveau local. Ça ne changera pas grand-chose. Et nous sommes au bout du gouffre. On n'est pas au début d'une petite promenade dans la montagne. Il faut mettre au banc les concepts même de gouvernance économique du monde par les stakeholders. Les stakeholders ont remplacé les citoyens. On ne parle plus de gouvernement public par les citoyens, par les parlements. Non, on parle de gouvernance économique des porteurs d'intérêt, les stakeholders. Un parlement, par exemple, le Parlement du Québec, est un porteur d'intérêt. Comme une entreprise, l'association de Touring Club est un porteur d'intérêt. Le conseil municipal de la mairie de Trois-Rivières est un porteur d'intérêt. Et tous ces porteurs d'intérêt, puisqu'ils ont intérêt, n'ont intérêt qu'à avoir une gouvernance, pas un gouvernement, un mécanisme de rencontre, de décision, de débat économique, c'est-à-dire porter sur l'utilité. Et j'ai fini. Il faut également, d'une manière plus concrète, que tout le monde devrait aller à l'école de nouveau pour apprendre la connaissance de la vie, et en particulier les biens communs. Il faut recommencer à réorienter la pédagogie autour des biens communs, de la communauté, des valeurs communes, pas seulement de type éthique, fraternité, solidarité, non, mais de l'organisation réelle, quotidienne des gens. Et c'est ainsi qu'alors il faut redéfinir ce qu'est la connaissance des citoyens. Moi, je me limiterai à ces propositions-là. Les deux dernières étant concrètes et pouvant donner espace à toute une série de développements. Un grand merci. Nous avons devant, avec peut-être enthousiasme, cette volonté de changer. C'est banal à dire, mais nous devons changer le monde. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Petrella, pour ces moments forts de réflexion sur, d'une part, une réalité qui est pour le moins accablante et puis qui parfois nous mène à être habité par un certain sentiment d'impuissance. Mais en même temps, merci pour ces éclairages sur les voies en fait envisagées ou envisageables pour cheminer vers une sortie ou une entrée, en fait, plutôt à notre état des choses. Mais écoutez, je voudrais ouvrir au public la possibilité de commenter ou de poser des questions. Il y a, je crois, certains éléments de commentaires qui ont été apportés dans le clavardage, mais est-ce qu'il y aurait des questions spécifiques à poser? Je vois une main levée. Monsieur Julien, allez-y, vous pouvez activer votre microphone, je pense, ou Hugues peut nous aider là-dessus. Est-ce que vous m'entendez présentement? Oui, on vous entend parfaitement bien. Bon, et je parle assez fort? Oui. Est-ce que... Bon, non, c'est que c'est un de mes vilains défauts de parler trop fort. Oui, bonjour, M. Petrella. Bonjour à vous, M. Julien. Vous, comme beaucoup d'autres, malheureusement, vous décrivez fort bien ce qu'est le système, mais on consacre peu de temps aux solutions. La question que beaucoup se posent, c'est quoi faire, comment faire
pour inverser le cours des choses. Vous avez à la fin parlé de propositions. Ces 4 propositions que vous avez avancées, bon, la deuxième, par exemple, abolir les brevets. Dernière proposition, tout le monde à l'école et redéfinir la pédagogie en fonction de la vie. Oui, mais qui va faire ça? Il faut avoir le pouvoir de faire ces choses. Et je pense que la première des propositions, et ça, j'en suis convaincu depuis plus de 50 ans, j'ai 82 ans, depuis plus de 50 ans, je suis convaincu que les pouvoirs dominants, que vous décrivez fort bien, les pouvoirs dominants, ce 1% de l'humanité, ou moins de 1%, ne sont puissants que de la puissance qu'on leur accorde. Les pouvoirs dominants n'ont de pouvoir que le pouvoir qu'on leur cède, qu'on leur donne généreusement, et de façon tout à fait irrationnelle, irresponsable. Nous sommes collectivement des irresponsables qui déléguons notre pouvoir personnel, notre pouvoir naturel, le pouvoir que nous avons, cette dimension, cette part de nous-mêmes qui est le pouvoir. Nous avons tous du pouvoir, nous sommes tous individuellement puissants et ensemble, nous sommes tout puissants. Mais cette toute-puissance, nous la déléguons dans les pays dits démocratiques, nous la déléguons lors des élections à quelques-uns qui, étant donné le système que vous décrivez fort bien, ces quelques-uns n'ont aucun pouvoir réel de changer les choses. Comme répétait souvent Albert Einstein, la solution, elle est dans le peuple, et dans le peuple seul. Elle est dans les individus qui composent le peuple. Le peuple n'a pas de pouvoir, n'est pas souverain si les individus ne sont pas individuellement puissants, souverains, indépendants, autonomes, libres. Nous devons, la première des solutions, c'est que les individus doivent prendre conscience qu'ils sont individuellement puissants, qu'ils ont du pouvoir et que ce pouvoir ne se délègue pas, ne se donne pas, ne se cède pas. Le pouvoir, ça s'exerce. La première des solutions, nous devons non pas nous réapproprier notre pouvoir, on n'a pas à se le réapproprier, on l'a. Nous avons du pouvoir individuellement et il faut arrêter de le déléguer, de le céder. Et mon opinion, je termine là-dessus, c'est que lors de conférences comme la vôtre, il faudrait consacrer du temps surtout à développer ce point-là. Que rien ne va changer, rien ne peut changer si nous n'exerçons pas individuellement le pouvoir que nous avons de changer les choses. Nous sommes puissants, nous sommes tout puissants, mais arrêtons, maudit, de déléguer cette puissance, de la donner à ces pouvoirs dominants que l'on décrit fort bien, que l'on dénonce fort bien. Mais il faut arrêter de ne faire que dénoncer, il faut arrêter, il faut s'activer. Le pouvoir que nous avons de penser, de parler, de décider et d'agir, nous devons l'exercer. Merci, Monsieur Julien. Monsieur Petrella, si vous êtes d'accord, on va prendre quelques paroles. Vous pouvez noter les questions, puis on vous donne par la suite le microphone pour les commentaires ou réponses à ces questions. Vous seriez d'accord avec cette modalité? Oui, je préférerais qu'il y ait plusieurs questions parce que sinon, après, si on n'a rien qu'une demi-heure, on risque de ne pas donner la parole aux autres. Très bien. Et nous aurions alors M. Aktouf qui nous a envoyé un petit mot pour dire qu'il voulait prendre la parole. Si vous voulez bien, M. Aktouf, je ne le vois pas à mon écran, mais j'imagine qu'il est à l'écoute et il va activer son microphone. C'est bien cela? Bon, on ne l'entend pas. Il reviendra par la suite. Donc, c'est Isabelle Lefebvre. Oui, à vous, oui. la parole. Bonjour.
Alors, j'ai beaucoup apprécié votre présentation, Monsieur Petrella, et j'aime beaucoup, Monsieur Julien, ce que vous avancez. Donc, moi, j'étais enseignante pendant 26 ans, j'étais juriste avant et maintenant, je fais un doctorat, je suis en deuxième année. Je regarde l'éducation, vous avez parlé de se réapproprier le pouvoir, mais pour ça, comme M. Pertel a dit, il faut que les gens soient éduqués. On sait qu'on est dans une crise de l'éducation présentement. On sait que l'article 6, n'est-ce pas, l'article 12, pardon, de l'accord de Paris parle d'autonomisation à l'action climatique. Donc, il faut l'empowerment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour ça, il faut l'enseigner à nos jeunes. Pour l'enseigner à nos jeunes, c'est un droit qui est dans le droit à l'éducation, selon l'article 29 de la Convention relative là, aux droits de l'enfant. Il faut le préparer, n'est-ce pas, à faire face, à s'épanouir dans le monde. Et le droit à l'éducation, c'est aussi le droit de connaître les droits, c'est de former l'être humain à être sensible à ce que vivent les autres. Et c'est ce que l'éducation ne fait pas présentement. J'ai été enseignante pendant 26 ans, je peux en témoigner. La formation initiale des enseignants à l'éducation relative au changement climatique est primordiale. L'éducation au changement climatique, ce n'est pas juste quelque chose de science, c'est quelque chose aussi, comme vous dites, d'apprendre à vivre de façon commune les droits collectifs qui sont les droits de quatrième génération. Mais je ne sais pas comment nos enseignants, parce que savez-vous où le bas blesse, c'est que les professeurs à l'université, je travaille avec une professeure présentement, on publie ensemble, elle est la seule qui intègre des cours, qui intègre ça dans sa didactique. Et puis moi, avec mes collègues, on rame seul, là. Les enseignants, selon je suis en train de d'éplucher là, toutes les statistiques, les enseignants disent on veut de la formation. Mais là, présentement, il y a pénurie d'enseignants. Alors, les enseignants ne peuvent plus être libérés pour être formés. Donc là, il y a tout ce malaise-là de justement la valorisation de l'enseignant. C'est un droit que les enfants ont, un droit d'avoir des enseignants formés pour atteindre les buts fondamentaux de l'éducation, qui sont justement tout ce que vous avez dit, M. Petrella et M. Julien. Donc là, moi, je me bute à ça dans ma thèse doctorale. Parce que moi, j'amène le droit et j'amène l'éducation ensemble. C'est deux disciplines. Alors là, je me heurte moi aussi à tout ça. Là. Merci beaucoup, Isabelle Lefebvre, pour ces commentaires et ces apports fort puissants aussi qui nous ramènent à une réalité qui nous préoccupe effectivement, c'est celle de la formation des formateurs, de la formation initiale des enseignantes et des enseignants. C'est effectivement un point crucial et c'est là aussi qu'on va pouvoir vraiment constater ces changements fondamentaux dans la multiplication de l'effort. Et maintenant, on va laisser la parole à Madame Ilan Skenazen. Vous pouvez activer votre microphone, Madame Skenazen. Bonsoir tout le monde, ou bonjour. Alors d'abord, je voudrais m'excuser parce qu'il semblerait que j'ai un petit peu raté la présentation. Vu le décalage d'horaire, je suis en Algérie et j'ai pensé que c'était 1 heure de plus, mais apparemment, c'était 1 heure de trop. Mais toujours est-il que j'ai eu un grand plaisir à vous écouter. Et en fait, une présentation très brève. Je suis biologiste, généticienne et professeure de littérature algéro-américaine. J'ai travaillé durant 25 ans aux États-Unis. Et j'ai enseigné, donc j'ai formé des formateurs, notamment pour le bac international. Je suis de retour en Algérie, donc ces dernières années, et je serai une candidate comme formatrice de formateurs ou enseignante. Et il y a 20 ans de cela, donc, lorsque le film documentaire Le bien commun, je ne sais pas si tout le monde le connaît, avait été lancé. Donc, je l'ai enseigné à mes étudiants. Donc, c'était à propos donc, du bien commun, qu'il était donc l'eau, les gènes, les ressources végétales. Et
Donc, c'était un documentaire réalisé par une Canadienne. Et donc, pour leur donner conscience aux étudiants, c'était une école internationale dans laquelle j'exerçais, pour leur expliquer que la société dans laquelle on vivait, on avait ce marché et le bien commun. Et en fait, on les mettait en quelque sorte dans une société qui ne les préparait pas toujours, parce que justement, en voulant leur faire comprendre que ces biens communs étaient presque sacrés, donc il ne fallait pas qu'on y touche. D'un autre côté, ils voyaient que l'économie était là et qu'il était nécessaire d'être dans l'agro-industrie. Il était nécessaire d'avoir des revenus. Et donc, bien on était militants, pour la protection de l'environnement, mais d'un autre côté, à cause de la démographie, il était nécessaire de détruire des terres arables, par exemple, pour la construction. Alors, ma question, elle est, il y a une question fondamentale qui serait comment finalement avoir des finances, des revenus, comment pouvoir être porteur de projets dans ce sens, donc pour, par exemple, la défense du patrimoine, qui soit compétitif avec d'autres projets économiquement plus viables et peut-être pas durables. Voilà. Merci, merci Madame pour votre commentaire et votre question, Madame Skenazen. Et puis on va réessayer avec Monsieur Omar Haktouf maintenant. Je crois qu'il il est là, il nous entend. Oui. Si vous voulez Allô? bien activer votre micro. Voilà. Est-ce qu'on m'entend maintenant? On vous entend parfaitement, merci. Bon, très bien. Écoutez, je voudrais d'abord dire merci, un très très grand merci à ce grand monsieur et précurseur, un des précurseurs en tout cas de cette critique, disons, qui ne s'embarrasse pas de langue de bois depuis longtemps, ce dont je suis extrêmement heureux. Ricardo, qui est en plus qui me fait l'honneur d'être un ami, et merci pour les gentils mots que tu as eu pour moi, Ricardo, ça me touche beaucoup. Eh bien, bienvenue en tout cas, même virtuellement, dans notre Québec. Et bon, ce préambule est étendu. Merci pour toutes ces réflexions. Et comme toujours, tu te renouvelles et tu nous apportes des pistes qui n'en finissent pas et qui méritent énormément de travail et de réflexion. En tout cas, j'en ai noté une bonne dizaine de petites pages là. Alors, je voudrais juste dire une chose par rapport à ce que tu as dit, la connaissance, etc. Et, oui, c'est sûr, c'est vraiment le centre du problème. Nous avons perdu le sens des choses, nous avons perdu la connaissance des choses. Et comme la science et la connaissance, l'éducation, tout ça, c'est devenu que des instruments au service des puissants, au service des nantis, au service des dominants, et ça s'arrête là, il n'y a plus rien d'autre. Je me demande, moi, où on enseigne des cours, par exemple, comment faire pour améliorer les conditions des pauvres, ou enfin, à part dans des cours de sociologie, de gauche, de par-ci par-là, perdus un peu partout, mais des cours de comment enrichir les riches, toujours plus, toujours plus. Alors je dis, moi j'ai inventé un slogan à HEC Montréal, que les étudiants d'ailleurs ont adopté, plus nos riches sont riches, plus on est heureux. Alors il faut enrichir nos riches à n'importe quel prix et on est heureux. Pour la connaissance, comme je pense que c'est Einstein qui l'avait dit, lorsque la science se met au service de l'argent, elle se retourne contre l'homme. Bon, mais ça, c'est pas nouveau. Je pense que depuis l'Antiquité grecque, il y en a plusieurs qui ont dit, dont Aristote, qui ont eu ce genre d'intuition extrêmement importante. Bon, pour faire bref, je ne partage pas du tout, bien alors pas du tout, le fait de dire que nous sommes puissants individuellement. Ça, c'est vraiment dédouaner ceux qui sont en train de nous broyer cette terre,
de nous conduire à la 6e extinction à vitesse de grand V, à la vitesse de la lumière, particulièrement aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible. Avec quelle connaissance, alors là je reprends tout le thème de ce qu'a exposé Ricardo, enfin le fil conducteur, avec quelle connaissance sommes-nous puissants? Si je prends mes étudiants, si je prends mes collègues à HEC Montréal, et quand on parle de ces choses-là, je suis désolé, mais les connaissances qu'ils ont dans leur tête ne leur permettent que de parler profit, de parler développement, de parler croissance, de parler appropriation, de parler devenir plus riche, mais ils n'ont pas de connaissances pour parler autrement de ce monde. Alors, avec quelle connaissance allons-nous voter pour nos politiciens? Nous votons pour nos politiciens selon ce que nous donnent les médias. Et on le sait très bien, en Amérique du Nord en particulier, il n'y a pas que l'Amérique du Nord, mais en particulier, le peuple est éduqué par la télévision. Le peuple est éduqué par les journaux qui sont évidemment au Québec. Nous avons 2 personnes qui possèdent toute l'information du Québec, c'est M. Desmarais et Penado. Alors, 2 personnes qui possèdent toute l'information du Québec, depuis les télévisions jusqu'aux journaux, jusqu'à tout ce que vous voudrez, jusqu'au cinéma, c'est un marché de l'information, ça, diversifié. Alors, nous allons voter avec les connaissances qu'on nous met depuis le biberon. Or, ce que j'ai constaté en arrivant en Amérique du Nord, que je croyais être le pays, le continent de la liberté d'expression, de la connaissance générale, etc., eh bien, j'ai appris que la connaissance, c'est uniquement droite, la gauche n'existe pas. Quand je parle de gauche, évidemment, je parle de cette gauche qui est la conscience ou le fait d'avancer que l'être humain est perfectible, que la société est perfectible, qu'on peut faire mieux, qu'on peut mieux redistribuer, qu'on peut diminuer les pauvres, qu'on peut, etc. C'est de cette gauche-là que je parle. Je ne parle pas de la gauche qui a dans la tête de monsieur et madame moyens nord-américains, comme je l'ai remarqué, y compris mes étudiants. La gauche, ça veut dire le fainéant qui va aller prendre à celui qui travaille le fruit de son travail. Voilà, c'est ça un peu la notion de gauche ici. Et je me suis présenté en politique et tout ça, et je sais de quoi je parle. Donc non, je ne partage pas le fait que nous sommes responsables individuellement. Nous sommes responsables de dire à tous ces politiciens que c'est des fous. Comme l'a dit John Maynard Keynes en 1918, nous sommes dirigés économiquement et politiquement, par des fous, des pervers et des incompétents. Et il a ajouté, notre type particulier de civilisation ne tardera pas à disparaître. Et ça, c'est John Maynard Keynes qui l'a dit en 1918. Et depuis, on a eu des livres comme Ce monde dirigé par des malades, etc., etc., etc. On le sait. Alors, bravo, M. Petrella, bravo, Ricardo. Oui, la connaissance, et je sais que tu rejoins, en tout cas, moi, je fais l'association avec des Albert Jacquard, avec des Michel Serres, avec, etc., des Bourdieu, tout ce qui s'ensuit, ce capital symbolique de la connaissance, qui est monopolisé maintenant et qui s'ajoute au capital matériel du capital lui-même. Alors, comment sortir de cette immense impasse dans laquelle la financiarisation et la matérialisation vulgaire de la connaissance nous a conduits? À HEC Montréal, dans les écoles d'économie, on n'enseigne aucune connaissance. On n'enseigne que des techniques. La comptabilité, la finance, la production, la je ne sais pas quoi, le micro, le macro, tout ce qui s'ensuit, ce n'est que des techniques, dans le sens d'Aristote, techné, qui est l'ennemi de la praxis, donc de la pratique avec conscience et connaissance, avec âme, comme l'aurait dit Aristote. Bon, voilà. Merci beaucoup. J'arrête là. J'en aurais beaucoup à dire. Infiniment merci, Ricardo. Merci, Monsieur Aktouf. Puis il y a quelques autres questions et des mains levées. Donc, on va suivre avec Monsieur Jean-Yves qui, dans le clavardage, signale: ne serait-il pas important de créer un lieu commun de rencontre des paroles à tous les humains, sans l'intermédiaire de ceux qui les gouvernent dans le carcan de la finance? En ce sens, j'aimerais bien, Monsieur Petrella, vous entendre dire quelques mots sur l'agora des habitants de la Terre.
Donc, on y reviendra avec lui tout à l'heure. Puis, si vous voulez prendre note de cette question, puis on va passer la parole à M. Proulx. Et ce sera par la suite Martine Chatelain, que ça me fait bien plaisir de voir ici parmi nous ce matin. Et ensuite, on laisserait donc la parole à M. Petrella pour rebondir sur ce qui a été évoqué. M. Proulx. Je crois que M. Proulx nous a quittés pour l'instant. Peut-être il ne nous entend pas. Martine, on peut aller avec toi. Bonjour Ricardo, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour Isabelle, toujours intéressant ces rencontres. Moi, j'ai un peu de difficulté avec la parcellisation. Moi, je trouve que l'action locale, elle est très importante. En tout cas, au Québec, en ce moment, c'est très porteur. C'est-à-dire qu'on agit. Il y a beaucoup de lieux où c'est possible d'agir au niveau local et c'est ça qui fait bouger les choses. Je pense à des quartiers de Montréal où il y a vraiment une vie, certaines communautés qui ont réussi à dynamiser et à faire de leur village quelque chose qui est complètement différent. Alors, ce concept-là, moi, je suis d'accord qu'il faut qu'il se passe quelque chose à un niveau au méga niveau, mais je trouve important l'action locale et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette dichotomie-là, de l'agir localement, mais du penser globalement, mais d'agir globalement aussi. Ça me mêle un peu parce que moi, mon action est plutôt locale. Merci beaucoup pour ces commentaires. Bon, j'ajouterai quelques mots par après à ce sujet aussi. Martine, merci. Je ne sais pas si M. Proulx il serait maintenant disponible. Sinon, je crois que M. Julien, il y avait une petite main qui a baissé. Donc, on va laisser la parole à M. Petrella, je crois, parce que quand même, il y a eu beaucoup d'interventions de la part du public, puis on va lui laisser le temps de pouvoir réagir par rapport à ça. Voilà. Parfait. Bien, voilà. J'ai essayé de me cacher pour éviter de répondre, mais enfin, vous m'avez obligé de sortir. On vous a attrapé. On vous a attrapé. Voilà, on va essayer en 7 minutes, 8 minutes de résoudre tous les problèmes du monde, effectivement. Alors, je crois qu'il est important, quand on propose, ne pas penser qu'on peut donner des réponses à la question que faire. Que faire est une grande question d'autonomie des gens. Personne on a eu la capacité de dire aux femmes ce qu'il fallait faire, et l'ont fait. Et c'était aux femmes de décider. Et aux femmes du Pakistan, comme aux femmes du Nigeria, aux femmes du Panama, et pas aux femmes sortant de grandes écoles de ceci ou cela, quoi. Et comme les paysans ont réussi parce qu'ils sont envahis, occupés les châteaux contre les seigneurs, et les ouvriers, personne ne leur dit ce qu'il fallait faire en 1830. Il y avait des mouvements qui organisaient les ouvriers, etc., etc. Mais après, c'est les ouvriers qui, après 100 ans et plus de lutte, ont réussi à obtenir que les capitales petitement reconnaissent que le travail était aussi producteur de richesses, autonome. Et nous, aujourd'hui, comme habitants de la Terre, je n'ai aucune prétention de dire comment faire. Nous sommes 8,5 milliards et nous sommes tous effectivement dans le bateau. C'est pour cela que je dirais à Martine que loin de moi d'opposer le local et le mondial, moi j'ai constaté que les actions qui se localisent davantage, après, ils n'ont pas de l'énergie d'aller de l'autre côté, quoi, d'influencer l'autre côté. Mais il y a les deux, il y a partout, dans toute situation, il y a toujours tout. On ne veut pas bipolariser les choses, on ne veut pas les réduire en dualisme bon, mauvais. Le local est aussi important, je l'ai dit, j'espère que je n'ai pas été mal interprété à ce sujet. Alors, moi, ce que j'essaie aujourd'hui comme habitant de la Terre,
Je sais qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs, qui sont des dominations, et qui n'exercent pas ce pouvoir de domination que pour renforcer leur domination. Et analysant la question, je suis parvenu à la conclusion, avec tant beaucoup d'autres de par le monde, qu'ils soient chinois, qu'ils soient mexicains, ou qu'ils soient japonais ou italiens, que la finance aujourd'hui est le nœud à faire sauter, et le cadenas à faire sauter. Et que c'est pour cela alors que comment faire sauter le cadenas? Là aussi, il nous appartient aux habitants de faire. J'ai donné une indication. J'ai donné, ne respectons pas des décisions de sujets privés comme la bourse de Chicago ou la bourse de New York, qui sont des sujets et des sujets privés. Ne respectons pas et battons-nous, descendons-nous dans les rues, essayons de convaincre, même si c'est difficile, le pouvoir en place de se manifester à cet égard. Ils n'ont rien dit, n'ont rien fait jusqu'à présent. Ce ne sera pas facile de changer le gouvernement des États-Unis vis-à-vis des décisions de la bourse de Chicago. D'ailleurs, d'autant plus que déjà le président a dit qu'il suivrait les indications de la bourse NYSE de New York concernant le Natural Assets Corporation. Il faut se battre. Il faut se battre en essayant de mettre en fragilité certains instruments de puissance des dominants et d'attaquer les instruments non pas marginaux dans le système de pouvoir, mais les instruments qui sont cruciaux pour le développement, le maintien et l'expansion du pouvoir des dominants. C'est la même chose pour les brevets. Si on ne change pas les brevets, moi je crois que les 8 milliards d'individus sont totalement impuissants. D'autant plus qu'on peut dire qu'individuellement, les individus actuels ont donné le pouvoir aux puissants. Ils ne sont pas délégués. Ils l'ont donné, ils les ont votés. La plupart des Français ont voté Macron, même si à une manière moindre que par rapport aux premières élections. Les individus individuellement ont voté Macron, quoi. Les individus en Allemagne ont voté Scholz et l'Alliance. C'est ça, les individus. Et ils sont puissants, effectivement. Mais en faveur, à l'heure actuelle, ils sont puissants en faveur de la domination. Et la haine que, par exemple, en ce moment, vague comme un fantôme sur le monde, une haine terrible, par exemple, contre les Russes. Et c'est les individus. C'est les individus qui maintenant opèrent toute une série de choses humanitaires contre les Russes et autres. C'est une haine terrible. C'est les individus qui ont fait ça. C'est donc pour cela je pense qu'il y a de quoi faire. On peut identifier les choses à faire. Les brevets, les opérations dans la finance, les activités de lieux d'éducation plutôt que lieux de formation, multiplier les manifestations, jamais arrêter de manifester, de descendre dans la rue, de manifester notre indignation. La majorité des gens ne sont pas indignés. Aujourd'hui, ils s'indignent parce qu'ils se battent pour le pouvoir d'achat, c'est-à-dire se battent pour rester prisonniers et esclaves. Bien entendu, je ne suis pas en train de ne me faire pas dire que je suis contre le fait que les gens aient une capacité d'acheter les minimums. Mais pourquoi doivent-ils acheter ce qui est droit? Les gens qui se battent à l'heure actuelle pour dire que le vrai problème, le pouvoir d'achat, signifie qu'ils se battent pour rester servants, esclavage, la majorité des gens. Parce que les droits et la dignité de la personne et des communautés n'est pas définie par le pouvoir d'achat. La dignité des individus et des communautés est dans leur liberté et justice, pas dans le pouvoir d'achat. Et donc, il me semble qu'au contraire, il y a un espace terrible. Moi, je me suis limité à certaines propositions. Elles sont des propositions.
et doivent être ajoutés, modifiés, augmentés par d'autres propositions. Mais il y a l'espace de proposition. Et nous savons que c'est là. Et nous savons que si nous ne changeons pas aujourd'hui cette culture, cette civilisation de la finance, on n'arrivera à nulle part. Il faut changer la civilisation de la finance, même si c'est difficile. Quand je viens à l'autre question, comme Agora par exemple, quand nous avons lancé une campagne il y a l'année passée pour libérer la vie de la bourse, la plupart des gens ne comprenaient pas. Parce qu'effectivement, la plupart des gens ne savent pas que c'est une bourse, sauf pour ces épargnants qui ont investi dans les actions, les obligations, ils savent que c'est un lieu où on peut faire du profit, quoi. Mais ils ne connaissent pas la bourse. Les jeunes ne savent pas ce qu'un marché financier. Les gens, la plupart des gens ne savent que les bourses sont gérées par des entreprises privées, ce ne sont pas des institutions publiques. Comme disait tantôt, l'ignorance, ce sont déjà 3 ou 4 intervenants qui ont parlé sur l'ignorance des gens. Mais ce n'est pas une ignorance qui vient de quelqu'un qui se considère supérieur parce qu'il sait. C'est un constat douloureux de constater comme les puissants sont devenus tellement plus puissants parce qu'ils sont rendus de plus en plus ignorants, les gens. Et donc, les difficultés qu'on rencontre, par exemple, pour faire accepter par l'opinion publique une régulation rigide sur les produits chimiques, il a fallu 15 ans de lutte pour qu'on arrive à faire convaincre, et pas totalement, des parlements qui ont été élus par les individus majoritaires à déclarer hors loi le glyphosate. 15 ans de bataille. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Et parce que les gens qui se rendent compte, au contraire, qu'il y a la connaissance, ils veulent maintenir la capacité des produits chimiques, parce que ces produits chimiques, malgré tout, rapportent du capital, sont utiles de ces produits, parce qu'ils déchaînent, ils égrènent des profits. L'absence des formateurs est aussi fondamentale. La peur plus grande que les dominants peuvent avoir, c'est que les gens soient capables de penser autonomement. Vous êtes un ennemi si vous pensez autonomement. Vous devez être éliminé tôt ou tard parce que vous êtes un danger pour les puissants. Les puissants aiment bien ce qu'ils savent et qui permettent des accommodements, qui permettent des solutions provisoires, partielles, mais en disant mais finalement, on arrivera petit à petit. Donc, nous sommes confrontés aujourd'hui à un vrai problème de citoyenneté. Et la citoyenneté est l'exercice de la souveraineté. Mais comment voulez-vous être souverain si vous autorisez entreprise de devenir propriétaire de la connaissance? Comment pouvez-vous penser qu'on puisse changer si on n'élimine pas les propriétés privées sous la connaissance? Demain, inutile que vous disiez que vous êtes pour la paix. Et puis, vous ne faites rien pour empêcher qu'il y ait des brevets sur la vision robotique. La vision robotique est un des domaines aujourd'hui les plus développés, objet des brevets par les Américains, les Chinois, les Russes, tous les Japonais, les Coréens, de toutes sortes. Pourquoi? Parce que la vision robotique signifie qu'elle est nécessaire pour pouvoir faire des soldats robots. Et si vous n'éliminez pas les brevets sur la vision robotique, vous aurez les armées de robots soldats. Ils seront derrière votre coin de rue peut-être dans 5 ou 8 ans, policiers ou autres. Ça, c'est concret. Et ça, c'est nécessaire. Mais qui a, comme disait tantôt Omar, qui a aujourd'hui le pouvoir de diffuser l'information sur les brevets? Essayez d'aller comprendre quelles sont les véritables quantités qu'a les brevets.
Moi, j'y cherche depuis longtemps, je n'arrive pas tellement. Je ne sais pas tellement. Nous l'avons tous, ce pouvoir. Alors, donc, de ce point de vue, nous sommes en présence d'un exercice de la citoyenneté qui est multiple. Et vous avez raison, moi j'ai raison, et l'autre a raison. L'important, c'est qu'on le fasse. On soit dans la rue, on soit dans l'agora. C'est ça la logique de l'agora. Être en public, être dans l'espace public transparent, dans l'espace d'échange, même de débat. Au contraire, les débats sont enrichissants quand ils sont faits honnêtement et avec respect les uns les autres. C'est un enrichissement terrible, les débats. Parce que tout seul, on ne voit pas grand-chose. Plus on est ensemble, plus on verra beaucoup de choses. La découverte, la photographie du trou noir il y a quelques jours, il a fallu des milliers d'astrophysiciens qui travaillent depuis des décennies pour y arriver. Ce n'est pas un qui a réussi à trouver le trou noir. Et donc, c'est cette citoyenneté universelle. C'est une université universelle non pas parce qu'elle est planétaire, mais parce qu'elle reconnaît l'égalité. L'universalité n'existe pas. D'ailleurs, le mot même univers signifie vers l'un. L'un n'existe pas encore. Et univers signifie aller vers l'un, mais pas l'un mono, mais l'un pluriel. Et c'est pour cela que les chemins sont pluriels. Et donc, l'agora est une manière de penser aux espaces d'où naissent des chemins différents, d'où il y a ramification des chemins. Et c'est là alors que la localité, les solutions locales sont importantes, parce que ce sont sur des chemins, parmi les milliers de chemins. Mais ils sont une ramification et qui vont vers effectivement quelque chose d'universel. Parce qu'il n'y a pas de dignité pour certains s'il n'y a pas de dignité pour tous. Et il n'y a pas de solution si elle n'est pas dans la paix. Et la paix signifie non pas l'absence de guerre. La paix signifie un processus de construction, de vivre ensemble, de communauté. Et là, je reviens à la proposition des biens communs. Aujourd'hui, nous avons perdu parce que tous nous avons accepté que les biens communs peuvent être gérés par des privés sur le marché. Nous avons accepté tous que les biens communs essentiels pour la vie, la valeur de ces biens est fixée par leur prix. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un gros pouvoir d'achat. Donc, pour rester dans cette démarche concréto-pragmatique, la seule solution, je dis, allons travailler et essayons d'apprendre, comme les ouvriers ils ont appris, un jour à s'opposer de manière forte et radicale contre l'hyperpuissance dévastatrice du capital. Et essayons de faire comme les paysans. Essayons de faire comme les peuples indigènes qui encore se battent et doivent encore se battre et se battront encore. Et nous aussi, en arrêtant, si possible, le fonctionnement des mécanismes clés du système puissant. Et cela, l'histoire montre que c'est possible. L'histoire n'est pas finie. Les horizons sont multiples. Nous avons des horizons forts et on fait du chemin. Et les propositions de type technologique, les propositions de type culturel, les propositions de type humaniste, les propositions de type économique, c'est ça, sont importantes. Mais il est clair qu'il faut qu'il soit solution. Une solution dans le marché ne signifie pas qu'on résout le problème de la domination du marché. Il faut sortir du marché. La même chose, c'est la connaissance. On ne peut pas sortir de la domination de la connaissance, on garde les instruments qui donnent à ceux qui ont la connaissance le pouvoir d'accumuler la connaissance. Ainsi de suite. Le devenir est ouvert, non pas parce que les individus sont puissants,
Le devenir est ouvert parce que la communauté des êtres humains est capable d'agir ensemble, du local et aujourd'hui encore plus au niveau planétaire. En tout cas, avec la planétarisation n'élimine pas les villages. Au contraire, plus la planétarisation est bonne, plus les villages s'épanouissent. Et comme ça aussi, les groupes sociaux, les communautés humaines. Les communautés humaines sont le lieu du devenir, de la création du devenir. L'individu n'est qu'une partie de ces communautés humaines. Je crois, Madame Orellana, que j'espère d'avoir répondu au sens des questions et merci de m'avoir permis de réaffirmer certaines choses dans lesquelles je crois, sans pour autant prétendre qu'elles soient scientifiques et qu'elles soient valables universellement. Et merci Petrella. Un grand merci à vous toutes, ceux que vous avez assisté, participé, et à nos amis de l'UQAM qui m'ont fait ce grand honneur et privilège d'être avec vous aujourd'hui, avec plaisir et satisfaction. La journée terminera avec un soleil. Pour moi, même sans ce moment, la pluie gouverne les pavés de Bruxelles. Monsieur Petrella, merci infiniment pour votre générosité et puis pour toutes ces réflexions fort importantes, fort touchantes, fort significatives et qui, enfin, sont une fenêtre qui nous ouvre à de nouvelles réflexions, de nouvelles questions. Sans doute, vous avez mis la table sur des questions qui nous touchent profondément au cœur, à la raison, à notre esprit. Et vous avez évoqué l'idée d'Agora comme un espace essentiel où se tisse la trame des rapports, des dialogues, des échanges qui contribuent à bâtir cette intelligence, cet engagement nécessaire pour produire les transformations et où se situe aussi cette puissance des transformations. Je dirais, en reprenant ce que notre collègue Gina Tézé a partagé avec nous la semaine dernière, l'idée de la colère et de la colère qu'on sentait lorsque M. Julien parlait, et cette colère qu'on porte en nous face à une situation où on se sent piégé par un modèle qui écrase notre humanité, puis qui écrase aussi notre sens profond comme être vivant dans la trame des vivants. Et je dirais, cette colère qui nous anime, et comme Gina le disait, il a une puissance énorme, transformatoire et émancipatrice. Cette colère qu'on peut transformer en un agir éclairé, un agir qui nous mène à nous engager dans les transformations. Et en ce sens, je voudrais dire que par rapport aux soucis que nous partageons concernant la formation des formateurs et l'éducation en général, que déjà des personnes, des cette histoire comme Nelson Mandela est identifiée comme une clé des transformations, et c'est effectivement le cas, mais il faut aussi penser à ces creusets de formation qui s'est bâti dans l'action sociale, dans les territoires. Et nous vivons, comme Martine l'évoquait, autant au Québec, mais ailleurs, une mouvance sociale qui s'enracine dans des réalités locales, des menaces et des risques, et où c'est construit un savoir engagé dans une connaissance qui s'est bâtie progressivement profonde des territoires et des réalités, et où les gens, en fait, tentent de faire opposition. Il y a une dévastation par les grands pouvoirs de l'entreprise, particulièrement l'entreprise extractive. Et on sent là une école de formation extrêmement forte. Et quel défi que nous avons que de mettre en contact ces mondes d'acteurs et actrices citoyens qui s'engagent jour à jour pour défendre les territoires face à cette expansion de ceux qui sont justement dans la ruée aux ressources. Quel défi que de les mettre en contact, en lien et interaction avec le milieu formel. Comment pouvons-nous donc interagir et agir afin de faire converger
et ces savoirs qui sont bâtis dans l'action et la lutte quotidienne et ces savoirs formels qui se bâtissent à l'école, à l'institution. Mais sans doute que nous avons cet énorme défi qui est d'intégrer dans la formation initiale ces préoccupations fondamentales par rapport à cette crise civilisatoire que nous vivons, par rapport à la nécessité de décoloniser la connaissance, de bâtir de nouvelles connaissances, de s'ouvrir à de nouvelles ontologies, de s'ouvrir à l'idée d'écologie des savoirs, donc un dialogue des savoirs fécond qui puisse nous permettre d'ouvrir en fait de nouvelles alternatives, de bâtir de nouvelles opportunités de vie, en fait, de nouvelles façons de vivre ensemble. Et je dirais, pour en finir, je me suis dit, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, quoi faire, que faire, que faire. Peut-être faudrait-il revenir sur leur ouvrage historique qu'on a laissé, on a un peu oublié ces traités politiques extraordinaires écrits en 1901 par Vladimir Ulyanov, dit Lénine, qui c'est un traité politique, que faire? Et c'est un écrit qui avait été justement conçu dans cette même questionnement social profond, comment se mobiliser pour faire face pour renverser et pour faire face à une oppression qui, à l'époque, c'était l'autocratie tsariste. Comment lutter de manière organisée pour le renversement de cette situation qui nous opprime? Alors peut-être, ça vaudrait la peine de revenir sur cet ouvrage, mais il y en a d'autres sans doute des très inspirants, dont les ouvrages que vous avez vous-même écrits et qui sont bien inspirants et qui nous donnent des pistes. Encore une fois, merci infiniment, merci beaucoup. Puis, d'avoir été parmi nous dans ce Québec et ce Montréal qui est très nuageux puis très gris aujourd'hui, mais en fait, je dirais que cette agora, petite agora que nous avons ouvert aujourd'hui, c'est un espace de lumière malgré le portrait dur et enfin dur et confrontant que vous partagez avec nous. Et j'en suis sûre que nous sortons avec une inspiration, une force qui va permettre de redoubler nos efforts, chacun dans sa propre barricade. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous ceux qui ont été, tous ceux, celles qui sont là, de loin et de près.